Avez-vous déjà eu la certitude que tout allait bien, alors que, sans le savoir, votre monde commençait déjà à se fissurer? C'était en janvier 1948, à Rouen. Une femme, Madeleine Garnier, lavait la vaisselle dans sa petite cuisine, tandis que son mari écrivait une lettre à l'étage. Une simple lettre, qui allait détruire 20 ans de mariage et tout ce qu'elle croyait solide. Mais ce n'est que des décennies plus tard que l'on comprendrait la portée réelle de ce geste. Quand une photographie oubliée referait surface, révélant bien plus qu'un instant du quotidien. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de tant de réalités vécues par des femmes qui ont dû choisir entre rester et se sauver. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si vous croyez que chaque histoire de vie mérite d'être entendue, et dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien permet à ces récits humains de continuer à exister. Rouen, France, dimanche 4 janvier 1948, 14h37. Madeleine Garnier pose ses mains dans l'eau tiède de l'évier et sent le poids de 20 années de mariage peser sur ses épaules, comme les pierres grises de la cathédrale qui domine la ville. Elle a 39 ans, mais en paraît 50. Ses doigts, crevassés par les lessives et les hivers normands, frottent machinalement une casserole déjà propre. Une fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'elle doit briller. Parce que c'est ainsi qu'on garde un foyer debout dans une France qui se reconstruit pièce par pièce depuis la fin de la guerre. Sur la table derrière elle, 2 tasses de café, l'une encore fumante. Lucien Dufour, le jeune photographe du quartier Saint-Maclou, ajuste son appareil près de la fenêtre. Il capture des scènes du quotidien pour le journal local depuis 3 ans. Des femmes qui cousent, des enfants qui jouent dans les ruines, des hommes qui rebâtissent. Pour lui, Madeleine incarne la résilience silencieuse de toutes ces Françaises qui ont tenu les maisons pendant que leurs maris revenaient brisés de la guerre ou de l'occupation. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à l'étage supérieur, Paul Garnier, 42 ans, marchand de meubles respecté de la rue Haut-de-Robec, termine une lettre. Une lettre pour Juliette Lacombe, la meilleure amie de Madeleine, la veuve de guerre qui vient chaque dimanche aider au jardin. Sauf qu'aujourd'hui, Juliette n'est pas venue pour le jardin, elle est venue pour Paul. Et cela fait 6 mois que les dimanches ne parlent plus de terre ni de plants de tomates. Madeleine sourit légèrement en rinçant l'assiette. La marchanderie a reçu une commande importante hier. Un notaire de la rue Jeanne d'Arc veut refaire tout son bureau. Cela signifie peut-être un mois de répit financier. Peut-être même de quoi acheter de nouveaux souliers pour Simone, leur fille de 14 ans qui grandit trop vite et dont les pieds dépassent déjà des chaussures de l'année dernière. Le déclic de l'appareil de Lucien résonne doucement. Madeleine ne se retourne pas. Elle est habituée. Depuis la Libération, tout le monde photographie tout. Comme si figer les instants pouvait effacer ceux qu'on voudrait oublier. Mais ce cliché-là capture bien plus qu'une femme au travail. Il capture le dernier instant où Madeleine Garnier croit encore que laver la vaisselle suffit à maintenir l'amour vivant. Le dernier instant où elle pense que son dévouement silencieux vaut reconnaissance. Le dernier instant avant que sa vie, méthodiquement construite pendant 2 décennies, ne commence à se fissurer comme les murs de Rouen sous les bombardements de juin 44. Parce qu'en haut, Paul plie la lettre, y inscrit le nom de Juliette, et la glisse dans une boîte à outils de la menuiserie, entre une équerre et un rabot. À côté d'un foulard de soie portant les initiales brodées en fil doré, 2 lettres entrelacées qui ne sont pas celles de Madeleine. Dans le salon adjacent, Marcel, leur fils de 17 ans, sirote un verre de cidre en observant sa mère par l'embrasure de la porte. Il a commencé à boire depuis qu'il a quitté l'école en septembre dernier pour aider son père à l'atelier. Il boit parce qu'il voit ce que personne ne veut voir. Il boit parce qu'à 17 ans, on ne sait pas encore comment dire à sa mère que son univers parfaitement ordonné repose sur un mensonge. Simone, elle, fait ses devoirs dans sa chambre. Mais elle aussi a remarqué les sourires de son père qui ne montent jamais jusqu'à ses yeux, les silences de sa mère qui durent trop longtemps, les visites de Juliette qui se prolongent bien après que le jardin ait été arrosé. Dehors, le ciel normand est gris comme toujours. Il va pleuvoir avant la nuit. Madeleine le sait. Elle reconnaît cette lumière particulière,
cette tension dans l'air qui précède l'orage. Elle l'a vue 100 fois, 1000 fois. Elle la verra encore demain, et après-demain, et tous les jours de janvier. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans exactement une semaine, elle remarquera l'absence d'un objet. Un petit objet sans grande valeur marchande, mais qui porte en lui toute l'histoire de sa famille. La gourmette en argent de sa mère, morte pendant l'hiver rigoureux de 1942, quand le charbon manquait, et que même les églises ne chauffaient plus. Et ce qu'elle ne sait vraiment pas, c'est que cet objet repose déjà dans la poche du manteau de Juliette Lacombe. Un cadeau de Paul. Un secret de plus dans une maison qui commence à en compter beaucoup trop. Madeleine essuie ses mains sur son tablier à carreaux bleus. Lucien range son appareil en la remerciant d'un hochement de tête. Elle répond par un sourire fatigué. Un sourire qui dit merci de voir en moi quelque chose qui vaut la peine d'être photographié. Un sourire qui ne sait pas encore qu'il vient d'être immortalisé au moment précis où tout ce qu'elle croyait solide était déjà en train de s'effondrer. Parce que parfois, les trahisons les plus profondes ne commencent pas par un baiser. Elles commencent par une tasse de café qui reste chaude trop longtemps sur une table, par un regard qui s'attarde une seconde de trop, par une gourmette qui disparaît et qu'on ne cherche même plus à retrouver. Et Madeleine Garnier, 39 ans, mère dévouée, épouse irréprochable, vient de laver la dernière assiette d'une vie qu'elle ne reconnaîtra bientôt plus, 6 mois plus tôt. Juillet 1947. Rouen suffoque sous une chaleur inhabituelle pour la Normandie. Madeleine coud depuis l'aube dans le petit salon qui donne sur la rue. Les commandes s'accumulent depuis que les tissus sont revenus progressivement dans les boutiques. Les femmes veulent des robes neuves, des chemises pour leurs maris, des habits pour leurs enfants qui ont grandi trop vite pendant les années de privation. Elle travaille 16 heures par jour. Peut-être 17. Elle ne compte plus vraiment. Son dos la fait souffrir mais elle ne dit rien. Dire quelque chose, c'est avouer une faiblesse. Et dans une maison où l'argent manque, la faiblesse est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. La menuiserie de Paul traverse une période difficile. Les archives municipales de Rouen confirment que 40% des ateliers de la ville ont fermé entre 1946 et 48. Trop de concurrence, trop de dettes, trop de bois qui coûte cher et de clients qui perdent tard. Mais Paul refuse d'en parler. Il rentre le soir, embrasse Madeleine sur le front comme on embrasse une tante, et monte directement dans son atelier. Parfois il redescend à minuit, parfois il ne redescend pas du tout. Madeleine s'est habituée. Elle s'est habituée à beaucoup de choses. Au silence, à l'absence de tendresse, aux nuits où elle se réveille seule et prépare du thé à la camomille à 3 heures du matin pour calmer l'insomnie qui la ronge depuis la fin de la guerre. Elle s'est même habituée à cette sensation étrange qui lui serre la poitrine quand Paul regarde ailleurs pendant qu'elle lui parle. C'est Juliette qui a commencé à venir en juin. Juliette Lacombe, 34 ans, veuve depuis 1943 quand son mari, résistant, a été fusillé par les Allemands près du Vieux Marché. L'État français lui verse une pension de veuve de guerre, une somme modeste qui lui permet de vivre sans travailler, mais pas de refaire sa vie. Les archives de la préfecture montrent que ces pensions cessaient dès qu'une veuve se remariait. Alors beaucoup restaient seuls, ou trouvaient d'autres arrangements. Juliette était la cousine d'une ancienne camarade d'école de Madeleine. Elle s'était retrouvée par hasard au marché Saint-Marc, avait parlé de leur vie, de la guerre, des absences. Madeleine l'avait invitée à prendre le café. Une fois, puis 2, puis tous les dimanches. Parce que Madeleine était généreuse. Parce qu'elle pensait que la solitude de Juliette était pire que la sienne. Parce qu'elle ne voyait pas ce qui était déjà en train de germer sous ses yeux. Paul et Juliette avaient commencé à parler de menuiserie, puis de jardinage, puis de tout et de rien. Juliette admirait le travail de Paul. Elle disait des choses comme « Vous êtes un véritable artisan. Vous avez des mains en or. Votre femme a bien de la chance. » Et Paul, qui n'entendait plus rien de semblable de la part de Madeleine depuis des années, se mettait à sourire. À rire même. Un rire que Madeleine ne reconnaissait plus. Les jeudis, Juliette avait pris l'habitude de passer l'après-midi, officiellement pour aider à repriser les chemises ou préparer les conserves pour l'hiver. En réalité, elle parlait avec Paul pendant que Madeleine cousait dans l'autre pièce, enfermée dans son monde de fils et d'aiguilles,
sourde aux rires qui montèrent de la cuisine. Marcel avait 15 ans à l'époque. Il voyait tout. Les regards, les mains qui se frôlaient en passant le pain, les sourires qui duraient trop longtemps. Un jour, il avait voulu en parler à sa mère. Il était entré dans le salon, avait ouvert la bouche, et s'était arrêté net. Madeleine cousait avec cette concentration absolue qui interdisait toute interruption. Alors il avait refermé la bouche et était parti acheter sa première bouteille de cidre au café du coin. À 15 ans. Simone, elle, écrivait dans son journal. Des phrases courtes. Maman est fatiguée. Papa ne parle plus. Juliette est venue encore. Je n'aime pas quand elle rit avec papa. C'est un rire différent. Des mots d'enfant qui sentaient déjà que quelque chose de précieux était en train de se briser. Et Madeleine continuait de coudre, de laver, de cuisiner, de sourire quand Paul rentrait tard, de remercier Juliette pour son aide précieuse, de croire que si elle maintenait la maison parfaitement en ordre, si elle gardait les draps impeccables, si elle préparait les plats préférés de Paul, alors tout irait bien. Alors l'amour reviendrait. Alors il redeviendrait ce couple de 1928 qui s'était marié sous la pluie normande, en croyant que rien ne pourrait jamais les séparer. Mais l'amour ne revient pas par décret. Il ne revient pas parce qu'on le mérite. Il ne revient pas parce qu'on a tout sacrifié. Parfois, il ne revient simplement pas. Un soir d'octobre, Madeleine avait trouvé Paul dans son atelier, une lettre à la main. Il l'avait rapidement glissée dans sa poche en l'entendant arriver. Elle avait demandé qui écrit. Il avait répondu un fournisseur de bois. Elle n'avait pas insisté. Parce qu'insister, c'est douter. Et douter, c'est déjà perdre. Mais cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Elle était restée les yeux ouverts dans le noir, écoutant la respiration régulière de Paul à côté d'elle, se demandant depuis quand il ne s'était plus vraiment parlé, depuis quand il ne la regardait plus. Depuis quand elle-même avait cessé de se regarder dans le miroir. Les voisins murmuraient. Madame Rousseau, la veuve du premier étage, avait dit à Madeleine un matin « Vous travaillez trop, ma petite. Vous allez finir par vous tuer à la tâche. Venez prendre le thé chez moi un de ces jours. » Madeleine avait souri et répondu peut-être « Quand j'aurai fini cette commande. » Mais la commande ne finissait jamais. Il y en avait toujours une autre. Toujours une raison de ne pas s'arrêter. Parce que s'arrêter, c'était penser. Et penser, c'était sentir. Décembre était arrivé avec son cortège de froid et de nuits interminables. Juliette venait maintenant 2 fois par semaine. Le dimanche et le jeudi. Parfois le mardi aussi. Madeleine la remerciait pour son dévouement. Juliette répondait « C'est normal entre amis ». Et Paul ne disait rien. Il se contentait de regarder ailleurs avec ce sourire étrange qui n'apparaissait que quand Juliette était là. C'est à ce moment précis, début janvier 1948, que Lucien Dufour avait sonné à la porte avec son appareil photo. Il voulait photographier la vie quotidienne des familles rouennaises pour une exposition sur la reconstruction. Madeleine avait accepté. Parce qu'on refuse rarement d'être photographié. Parce qu'être photographié, c'est exister. C'est laisser une trace. C'est dire « J'étais là, j'ai vécu, j'ai compté ». Et pendant qu'elle posait devant l'évier, pendant que Lucien ajustait son objectif, pendant que la lumière de janvier entrait doucement par la fenêtre, Paul écrivait une lettre d'amour. Pas à elle. Jamais plus à elle. Dimanche 11 janvier 1948. Une semaine après la photographie. Madeleine ouvre le tiroir de sa commode à 7 heures du matin. Elle cherche la gourmette de sa mère, celle que sa grand-mère avait offerte en 1892, gravée de 3 initiales entrelacées, celle que sa mère portait le jour de son mariage, celle qu'elle-même avait reçue le jour où sa mère était morte, gelée dans son lit pendant l'hiver de 42, quand même les riches n'avaient plus de charbon pour se chauffer. Le tiroir est vide à cet endroit précis. Madeleine ne panique pas. Elle vérifie les autres tiroirs. La boîte à bijoux sur l'armoire. Le petit coffret dans la cuisine où elle range parfois les objets précieux quand elle fait le ménage. Rien. La gourmette a disparu. Elle descend à la cuisine.
Marcel mange son pain en silence, les yeux rouges. Il a encore bu hier soir. Simone révise ses leçons de latin, penchée sur son cahier avec cette concentration farouche qu'elle a héritée de sa mère. Paul lit le journal. Il ne lève même pas les yeux quand Madeleine entre. « Vous avez vu la gourmette de maman ? Ce n'est pas vraiment une question. C'est une constatation formulée comme une interrogation. » Marcel secoue la tête. Simone dit « Non, maman. Tu l'as peut-être perdue en lavant la vaisselle. » Paul marmonne quelque chose d'inaudible et tourne la page de son journal. Madeleine reste debout au milieu de la cuisine. Quelque chose ne va pas. Elle le sent dans ses os. Dans cette intuition que les femmes développent quand elles passent des années à observer les silences, plus que les paroles. Mais elle ne dit rien. Elle se contente de hocher la tête et retourne à ses casseroles. Le jeudi suivant, Juliette arrive à 14h comme d'habitude. Elle porte un nouveau manteau, bleu marine, élégant. Trop élégant pour une veuve qui vit d'une pension de guerre. Madeleine remarque mais ne commente pas. Elle offre du café. Juliette accepte avec ce sourire qui autrefois semblait chaleureux et qui maintenant ressemble à quelque chose d'autre. Quelque chose que Madeleine ne veut pas nommer. Pendant que le café chauffe, Juliette monte voir Paul dans son atelier. Madeleine entend leur voix à travers le plafond. Des rires, des murmures. Le genre de murmure qu'on ne fait pas quand on parle de jardinage. Elle verse le café dans les tasses. Ses mains tremblent légèrement. Elle s'en aperçoit et les force à se calmer. Du sucre. 2 morceaux pour Juliette qui aime le sucré. Un seul pour elle qui fait attention aux réserves. Elle monte les tasser à l'étage. La porte de l'atelier est entr'ouverte. Paul et Juliette sont debout près de l'établi. Trop proches. Pas assez proches pour que ce soit condamnable. Juste assez pour que ce soit évident. Madeleine frappe doucement. Ils se séparent d'un mouvement qui se veut naturel mais qui ne l'est pas. Elle entre. Pose les tasses. Dit le café est prêt. Redescend sans attendre de réponse. Dans la cuisine, elle s'assoit et regarde ses mains. Ses mains qui ont tout fait, tout donné. Ses mains qui lavent, qui cousent, qui cuisinent, qui réparent. Ses mains qui n'ont jamais été assez. Madame Rousseau frappe à la porte vers 16h. Elle apporte des brioches. Elle s'assoit à la table sans être invitée, comme font les vieilles dames qui ont compris que parfois la présence vaut mieux que la permission. Elle parle de tout et de rien. De la pluie qui va tomber. Du froid qui s'installe. Des jeunes d'aujourd'hui qui ne respectent plus rien. Et puis, entre 2 phrases anodines, elle dit « Ma petite Madeleine, vous savez que vous pouvez venir me voir quand vous voulez. Pour parler. Ou pour ne rien dire. Juste pour être ailleurs. » Madeleine hoche la tête. Elle sait que Madame Rousseau a compris. Les vieilles femmes comprennent toujours. Elles ont vécu assez longtemps pour reconnaître les signes. Les sourires qui ne montent plus aux yeux. Les silences qui durent trop longtemps. Les maris qui regardent ailleurs. Dimanche 18 janvier, 13h30. Paul dit qu'il doit aller à l'atelier vérifier une commande urgente. Un dimanche. Madeleine prépare la marmite de bœuf bourguignon qu'il aime tant. Elle la met dans un panier. Elle dit « Je vais te l'apporter, tu vas avoir faim. » Paul hésite. 1 seconde, 2 secondes. Puis il dit d'accord. Elle marche lentement dans les rues de Rouen. Le froid de janvier mord les joues. Le ciel est gris ardoise, cette couleur particulière qui annonce la neige. La ville se reconstruit pierre après pierre. Certaines maisons ont encore des trous dans les façades, vestiges des bombardements de 44. D'autres sont neuves, trop neuves, avec leur crépi blanc qui jure avec la vieille pierre normande. L'atelier est au bout de la rue Aude-Robec. Une petite bâtisse en colombage qui a miraculeusement survécu à la guerre. La porte est entr'ouverte. Madeleine entend des voix. Elle s'arrête, des rires. La voix de Paul. Plus légère qu'elle ne l'a entendue depuis des années. Et une autre voix. Féminine. Juliette. Madeleine ne fait pas de bruit. Elle recule. Elle retourne à la maison. Elle range la marmite dans la glacière. Elle monte dans sa chambre. Elle ouvre le tiroir où Paul range ses affaires. Au fond, sous les chemises pliées, il y a une boîte à outils, petite, en métal,
Madeleine ne l'a jamais ouverte. Ce sont les affaires de Paul. On ne fouille pas dans les affaires de son mari. C'est une règle tacite, un respect qu'on se doit mutuellement. Mais aujourd'hui, les règles n'ont plus de sens. Elle ouvre la boîte. Dedans, il y a des outils, normaux, ordinaires, une équerre, un rabot, des clous, et puis, coincé entre deux planches de bois, un foulard de soie. Vert émeraude. Doux. Luxueux. Avec des initiales brodées en fil d'or. J et L. Juliette Lacombe. À côté du foulard, enroulée dans un mouchoir blanc, la gourmette de sa mère. Madeleine ne pleure pas. Elle prend les deux objets, les regarde longuement, comme si elle essayait de comprendre une langue étrangère. Puis elle les remet exactement où ils étaient. Referme la boîte, referme le tiroir, redescend à la cuisine. Simone fait ses devoirs à la table. Elle lève les yeux vers sa mère. « Maman, ça va ?» Madeleine sourit. Ce sourire qui ne veut plus rien dire. « Oui, ma chérie, ça va. Mais ça ne va pas. Ça ne va plus. Ça n'ira plus jamais de la même façon. » Le soir, pendant le dîner, Paul dit que le bœuf est délicieux. Juliette, invitée comme souvent maintenant, approuve avec enthousiasme. « Tu devrais me donner la recette, Madeleine, pour quand j'aurai ma propre famille. » Madeleine pose sa fourchette. Regarde Juliette dans les yeux. Puis Paul. Puis de nouveau Juliette. « Bien sûr, Juliette. Tu peux avoir la recette. Et tout le reste aussi, si tu veux. » Il y a quelque chose dans sa voix, quelque chose de calme et de terrible à la fois. Personne ne répond. Simone fixe son assiette. Marcel boit une gorgée de cidre. Ses mains tremblent légèrement. Paul regarde ailleurs. Toujours ailleurs. Et Juliette sourit, inconsciente. « Merci, Madeleine. Tu es vraiment trop gentille. Trop gentille. » Oui, c'est exactement le problème. Elle a été trop gentille. Trop dévouée, trop silencieuse, trop invisible. Cette nuit-là, Madeleine ne dort pas. Elle reste allongée dans le noir, écoutant Paul respirer à côté d'elle. Elle pense à 20 années de mariage, à tout ce qu'elle a donné, à tout ce qu'elle n'a pas reçu. Elle pense à la gourmette de sa mère dans une boîte à outils, cachée comme un secret honteux. Et elle prend une décision. Pas une décision de colère, pas une décision de vengeance, une décision de survie. Parce que rester, maintenant, ce serait mourir à petit feu. Ce serait accepter d'être invisible jusqu'à disparaître complètement. Les jours qui suivent ressemblent à une cérémonie funèbre. Madeleine se lève chaque matin à 6 heures, prépare le café, fait les tartines, réveille les enfants, sourit quand Paul descend, dit bonjour comme elle l'a toujours dit. Mais quelque chose a changé. Dans sa voix, il y a un calme nouveau, un calme qui n'est pas la paix, un calme qui ressemble à l'œil du cyclone. Marcel le remarque le premier. Il observe sa mère pendant le petit déjeuner et comprend que quelque chose s'est brisé, quelque chose d'irréparable. Mardi 20 janvier. Madeleine coud dans le salon. Ses doigts bougent avec précision mais son regard est vide. Elle ne pense plus. Elle ne sent plus. Elle existe dans une sorte de brouillard, où les gestes continuent par habitude, mais où l'âme s'est déjà retirée. Juliette vient l'après-midi. Elle apporte des gâteaux achetés à la pâtisserie du centre-ville. Des financiers dorés qui coûtent 3 fois le prix du pain quotidien. Madeleine les remercie poliment. Prépare le thé. S'assoit avec elle dans la cuisine. Elle parle de tout. Du froid. De la reconstruction. Des magasins qui rouvrent peu à peu. De la vie qui reprend. Mais Madeleine ne parle plus vraiment. Elle répond. Elle hoche la tête. Elle sourit aux moments appropriés. Comme une actrice qui joue un rôle appris par cœur depuis si longtemps qu'elle n'a même plus besoin d'y penser. Juliette ne remarque rien, ou fait semblant de ne rien remarquer. Elle monte voir Paul. Reste 1 heure. Redescend en rajustant ses cheveux. Dit au revoir avec ce sourire qui maintenant ressemble à une gifle. Le soir, pendant le dîner, Paul complimente la soupe. « Tu as vraiment un don pour la cuisine, Madeleine. » Elle répond merci. Juste merci. Rien d'autre. Paul fronce les sourcils. Quelque chose le dérange, mais il ne sait pas quoi.
Madeleine est comme d'habitude, attentive, serviable, silencieuse. Alors pourquoi a-t-il cette impression étrange qu'elle n'est plus vraiment là? Simone aide sa mère à faire la vaisselle après le repas. Elle lave pendant que Madeleine essuie. Dans le reflet de la fenêtre, la fille observe sa mère. Elle voit quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui ressemble à une décision. Elle veut demander maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais elle a 14 ans et ne sait pas encore que parfois le silence des mères cache des douleurs que les filles ne peuvent pas comprendre. Jeudi 22 janvier. Il neige. Une neige fine qui fond au contact du sol, mais qui blanchit les toits de la vieille ville. Madeleine regarde par la fenêtre. Elle pense à sa mère, à cette femme forte qui avait élevé 4 enfants seule après que son mari soit mort à la guerre de 14. Cette femme qui n'avait jamais pleuré devant eux mais qui, la nuit, serrait son oreiller en étouffant ses sanglots. Madeleine se demande si elle ressemble à sa mère, si elle a cette même force, cette même capacité à recommencer quand tout s'effondre. Elle ne sait pas encore, mais elle va le découvrir. L'après-midi, elle sort, dit à Paul qu'elle va faire des courses. Elle marche jusqu'à la gare Saint-Sever, regarde les horaires des trains pour Le Havre. Une ville portuaire à 80 km. Une ville où personne ne la connaît. Une ville où elle pourrait disparaître et renaître sous un autre nom. Le billet coûte 57 francs. Elle a économisé 120 francs de ses travaux de couture, cachés dans une boîte à biscuits au fond du placard. Paul ne sait pas. Il n'a jamais su. Parce que les femmes comme Madeleine apprennent très tôt qu'il faut toujours avoir un peu d'argent caché. Au cas où. Au cas où la vie décide de s'effondrer. Elle achète le billet pour le 15 janvier. Non. Elle se trompe. Le 15 est déjà passé. Pour le 25 janvier. Dans 3 jours. Le train part à 5h30 du matin. Bien avant que la ville ne se réveille. Bien avant que quelqu'un ne remarque son absence. Elle rentre à la maison avec un sac de pommes de terre. Paul ne pose pas de questions. Il ne pose jamais de questions. C'est peut-être ça, le vrai problème. Il ne s'intéresse pas assez pour poser des questions. Vendredi, 23 janvier. Madame Rousseau frappe à la porte vers 10h. Elle apporte du pain frais. Elle s'assoit à la table de la cuisine sans invitation. Regarde Madeleine avec ses yeux de vieille femme qui ont tout vu, tout compris. Vous partez, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question. C'est une constatation. Madeleine arrête de couper les légumes. Pose le couteau. Regarde Madame Rousseau. Et pour la première fois depuis des semaines, elle dit la vérité. Oui. Madame Rousseau hoche la tête. Bien. C'est bien. Une femme doit savoir quand il est temps de partir. Ma mère me disait toujours, rester dans une maison qui ne t'aime plus, c'est mourir debout. Elle reste silencieuse un moment. Puis Madame Rousseau prend la main de Madeleine. Des mains vieilles et ridées qui tiennent des mains crevassées et fatiguées. Où allez-vous? Le Havre. J'ai une cousine là-bas. Elle tient une pension. Elle m'a écrit l'année dernière pour me proposer de venir l'aider si jamais j'en avais besoin. Ce n'est pas tout à fait vrai. La cousine existe, mais elles ne se sont pas parlé depuis 10 ans. Mais Madeleine sait qu'elle sera accueillie. Parce que les femmes s'accueillent toujours entre elles. Parce qu'elles savent ce que c'est que de recommencer. Et vos enfants? Je leur écrirai. Je leur expliquerai. Ils comprendront. Un jour. Madame Rousseau serre la main de Madeleine plus fort. Vous êtes courageuse. Plus courageuse que vous ne le pensez. Samedi 24 janvier, dernier jour. Madeleine prépare tout en silence. Elle plie quelques vêtements dans une petite valise. Pas trop, juste l'essentiel. 2 robes, un gilet, des sous-vêtements, une photo de Simone et Marcel quand ils étaient petits. Rien d'autre. Tout le reste appartient à une vie qui n'est plus la sienne. Elle écrit une lettre. Courte. Simple. Cher Marcel et Simone, je suis partie parce que je devais prendre soin de moi. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien fait de mal. Je vous aime plus que tout au monde. Je vous écrirai bientôt pour vous dire où je suis. Venez me voir quand vous voudrez. Votre maman qui vous aime. Elle plie la lettre, la pose sur la table de la cuisine. À côté,
Elle place la gourmette de sa mère et la photo de mariage, les seuls objets qui prouvent que 20 ans de vie ont existé ici. Le soir, elle prépare le dîner comme d'habitude. Un rôti de porc avec des pommes de terre. Le plat préféré de Paul. Elle met la table, appelle tout le monde. Ils mangent ensemble pour la dernière fois sans le savoir. Paul parle d'une nouvelle commande. Marcel annonce qu'il a trouvé un emploi dans une usine près de la Seine. Simone dit qu'elle a eu 16 sur 20 en mathématiques. Madeleine écoute, sourit, répond par des hochements de tête. Après le dîner, elle fait la vaisselle une dernière fois. Ses mains dans l'eau tiède. Le même geste répété des milliers de fois pendant 20 ans. Elle regarde par la fenêtre. La nuit est tombée. Les lumières de Rouen scintillent dans le froid. Elle essuie ses mains sur son tablier, le retire, le plie soigneusement, le pose sur le dossier de la chaise. Un tablier à carreaux bleus, usé aux coutures, taché par des années de cuisine. Ce tablier qui a été son uniforme, son armure, sa prison. Elle monte se coucher. Paul ronfle déjà. Elle reste éveillée. Compte les heures. 4 heures. 3 heures. 2 heures. À 4 heures du matin, le 25 janvier 1949, Madeleine Garnier se lève sans faire de bruit. Elle s'habille dans le noir, prend sa valise, descend l'escalier en évitant les marches qui grincent, ouvre la porte de la maison où elle a vécu pendant 20 ans. Dehors, il fait un froid glacial. Les archives météorologiques de Seine-Maritime confirment que janvier 1949 a été le plus froid depuis 20 ans, moins 8 degrés cette nuit-là. Madeleine marche dans les rues désertes. Ses pas résonnent sur les pavés gelés. Elle ne se retourne pas. Même pas une fois. Parce que se retourner, c'est douter. Et elle ne peut plus se permettre de douter. À la gare, elle monte dans le train, s'assoit près de la fenêtre. Le train démarre. Rouen s'éloigne dans la brume du matin. Et pour la première fois depuis des années, Madeleine pleure. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de soulagement. Elle part. Elle est libre. Elle n'a plus à laver la vaisselle de personne. Le Havre, 25 janvier 1949. 8 heures du matin. Madeleine descend du train. La ville portuaire s'étend devant elle, encore plus détruite que Rouen. Les bombardements alliés de septembre 1944 ont rasé 80% du centre-ville. Partout, des grues, des échafaudages, des immeubles qui poussent du sol comme des dents neuves remplaçant celles qu'on a arrachées. Elle marche jusqu'à la rue Victor Hugo. Numéro 47. La pension Bellevue, un bâtiment de 3 étages miraculeusement épargné. Sa cousine Marguerite ouvre la porte. Regarde Madeleine sans poser de questions. Les femmes n'ont pas besoin de questions quand elles voient une autre femme arriver avec une petite valise et des yeux qui ont trop pleuré. Entre. Tu as une chambre au 2e. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Les premiers jours, Madeleine ne fait que dormir. Un sommeil profond, réparateur, comme si son corps rattrapait 20 années d'insomnie. Puis, peu à peu, elle commence à aider, fait les lits, prépare le petit déjeuner pour les pensionnaires, cuisine les repas. Les mêmes gestes qu'à Rouen, mais différents. Parce qu'ici, personne ne les considère comme dus. Ici, on lui dit merci. On lui sourit. On la voit. En mars, elle écrit à ses enfants. Une longue lettre où elle explique sans accuser. Je devais partir pour ne pas mourir. Ce n'est pas de votre faute. Votre père n'est pas un monstre. Nous nous sommes simplement perdus en chemin. Venez me voir quand vous voulez. Je serai toujours votre maman. Simone répond 3 semaines plus tard. Une lettre courte mais pas froide. Je comprends, maman. Papa ne parle plus. Marcel boit beaucoup. Juliette ne vient plus. Je viendrai te voir pendant les vacances de Pâques. Elle vient en avril. Une adolescente de 15 ans qui serre sa mère dans ses bras et pleure tout ce qu'elle n'avait pas pu pleurer à Rouen. Elles passent une semaine ensemble, marchent sur la plage du Havre reconstruite, parlent de tout et de rien, de la vie qui continue, des blessures qui guérissent lentement. Marcel viendra plus tard. En 1952, il aura 21 ans, sobre depuis 8 mois,
et dira « Maman, pardon d'avoir mis si longtemps ». Madeleine répondra « Il n'y a rien à pardonner. Tu es là. C'est tout ce qui compte ». Les années passent. La pension Bellevue devient la maison de Madeleine. Marguerite meurt en 1956 d'une pneumonie. Elle laisse la pension à Madeleine dans son testament. Une femme qui aide une autre femme. Une chaîne de solidarité invisible qui traverse les générations. Madeleine devient Madame Courage pour les pensionnaires. Une femme de 50 ans qui sourit vraiment maintenant. Qui rit. Qui plante des violettes sur le rebord de sa fenêtre. Qui lit le soir sans culpabilité. Qui fait du pain juste pour elle parce qu'elle aime l'odeur du pain frais. Qui découvre qu'elle peut exister sans servir. Les registres municipaux du Havre montrent qu'entre 1949 et 1970, 18 femmes sont venues à la pension Bellevue pour recommencer leur vie. Des épouses qui avaient fui, des veuves qui cherchaient un nouveau départ, des mères seules qui avaient besoin d'un refuge. Madeleine les accueille toutes, sans jugement, sans question, juste avec un lit propre et un sourire qui dit « Je sais ce que c'est ». En 1961, Simone vient avec une lettre. Papa est mort. Crise cardiaque. Il était dans son atelier. Juliette était avec lui. Elle l'a soigné jusqu'à la fin. Mais ils ne se sont jamais mariés. Madeleine ne ressent ni joie ni tristesse. Juste une sorte de paix étrange. Elle n'ira pas à l'enterrement. Ce serait hypocrite. Paul a fait son choix. Elle a fait le sien. Ils ont vécu 2 vies parallèles qui ne se croiseraient plus jamais. Juliette meurt en 1970, seule dans un appartement du centre de Rouen. Les voisins la trouvent 3 jours après. Marcel écrit à sa mère. Elle n'avait personne, même pas nous. Elle est morte comme elle a vécu, en prenant ce qui ne lui appartenait pas et en finissant avec rien. Madeleine plie la lettre, la range dans un tiroir. Elle ne ressent pas de satisfaction. Juste de la pitié pour une femme qui a cru que voler le mari d'une autre lui donnerait ce qui lui manquait. Mais on ne peut pas voler le bonheur. On ne peut que le construire. 1975. Avril. Un colis arrive. Expéditeur, Lucien Dufour, photographe, Rouen. Madeleine l'ouvre avec curiosité. À l'intérieur, une photographie en noir et blanc. Elle-même. 27 ans plus tôt. Devant l'évier de la cuisine de la rue Haut-de-Robec. Les mains dans l'eau, le regard fixe. Ce regard qu'elle ne reconnaît plus parce que ce n'est plus le sien. Au dos, une dédicace écrite à l'encre bleue. Pour celle qui lava la trahison sans le savoir. Lucien Dufour, photographe. Madeleine reste longtemps à regarder cette photo. Cette femme qu'elle était. Cette femme qui ne savait pas encore qu'elle était assez forte pour partir. Cette femme qui croyait que laver la vaisselle suffisait à maintenir l'amour vivant. Elle prend un stylo, ajoute quelques mots sous la dédicace de Lucien, et qui a choisi de laver son propre chemin après. Elle accroche la photo dans le salon de la pension. Entre une reproduction de Monet et une photographie de la reconstruction du Havre. Les pensionnaires demandent « Qui est cette femme ?» Madeleine répond « C'est moi. » Il y a longtemps. Quand je ne savais pas encore qui j'étais. 1982. Madeleine a 73 ans. Elle est assise dans le jardin de la pension par une belle journée de juin. Simone est là avec ses 3 enfants. Marcel arrive avec sa femme et leurs 2 fils. Ils déjeunent ensemble. Rient. Parlent. Se souviennent. Un des petits-enfants demande grand-mère. « Pourquoi tu es partie de Rouen ?» Madeleine réfléchit un moment. Puis elle dit « Parce que j'ai compris que rester dans une maison qui ne m'aimait plus, c'était mourir debout. Et j'avais encore envie de vivre. » Le soir, quand tout le monde est parti, elle reste seule dans le salon. Regarde la photographie accrochée au mur. Cette femme de 39 ans qui lave la vaisselle sans savoir que sa vie est sur le point de basculer. Elle sourit. Un vrai sourire. Parce qu'elle sait maintenant ce que cette femme ne savait pas encore. Qu'on peut recommencer. Qu'on peut partir. Qu'on peut choisir sa propre vie même quand tout semble perdu. La photographie ne finira jamais dans un musée. Elle restera là, accrochée dans le salon de la pension Bellevue, au Havre, entre les murs qui ont vu tant de femmes recommencer. Elle restera là pour rappeler que parfois,
laver la vaisselle n'est pas un acte de servitude. C'est un acte de dignité. Parce qu'on peut laver les assiettes sans laver son âme, on peut servir sans se perdre, on peut aimer sans s'oublier. Et si on se perd quand même, on peut toujours retrouver le chemin. Madeleine Garnier meurt en 1988. Elle a 79 ans. Dans son testament, elle laisse la pension à une jeune femme qui était arrivée 6 mois plus tôt avec une valise et des yeux qui avaient trop pleuré. Comme elle, autrefois. Le cycle continue. Les femmes cèdent. Les femmes recommencent. Les femmes survivent. Et quelque part, accrochée dans un salon du Havre, une photographie en noir et blanc rappelle à toutes celles qui la regardent qu'il n'est jamais trop tard pour laver son propre chemin. Parce que la plus grande trahison n'est pas celle que les autres nous font. C'est celle qu'on se fait à soi-même en restant là où on n'est plus aimé, en acceptant d'être invisible, en oubliant qu'on mérite d'exister. Madeleine ne pardonna jamais vraiment à Paul ou à Juliette. Elle n'eut pas besoin de pardonner. Elle eut juste besoin de partir, et de comprendre que la vraie force n'est pas de tenir coûte que coûte. La vraie force, c'est de savoir quand lâcher prise. Elle lava la vaisselle pendant 20 ans, en pensant que cela suffisait à garder l'amour. Elle apprit à Le Havre que l'amour ne se garde pas en lavant la vaisselle des autres. Il se construit en prenant soin de soi d'abord, en se respectant, en se choisissant. Et cette leçon, elle l'a transmise à toutes les femmes qui passèrent par la pension Bellevue, à toutes celles qui arrivèrent avec une valise et une vie brisée, à toutes celles qui repartirent avec un sourire et une nouvelle chance. Parce qu'au final, ce n'est pas la trahison qui définit une vie, c'est ce qu'on choisit de faire après. Madeleine choisit de vivre, vraiment vivre, pour la première fois, et cela fit toute la différence. La photographie reste là, témoin silencieux. Rappel permanent qu'une femme qui lave la vaisselle peut aussi laver son destin, et recommencer, toujours recommencer, jusqu'à ce que le sourire dans le miroir soit enfin vrai. Cette histoire fictionnelle n'est pas seulement celle de Madeleine Garnier. C'est celle de tant de femmes qui, pendant des années, ont confondu loyauté et effacement, amour et sacrifice. Elle nous rappelle que parfois, le courage ne consiste pas à rester, mais à partir. À se choisir soi-même, même quand tout semble perdu. Parce qu'il n'y a pas de honte à dire assez. Il n'y a que de la dignité à se relever. Et vous, avez-vous déjà vu quelqu'un rester trop longtemps dans un endroit où il n'était plus aimé? Pensez-vous que le pardon est nécessaire pour avancer, ou suffit-il parfois de tourner la page? Et selon vous, qu'est-ce qui est plus difficile? Partir ou oser exister à nouveau après? Écrivez le mot « renaissance » dans les commentaires pour me montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous le souhaitez, racontez-moi une histoire ancienne de votre famille, un souvenir ou un témoignage que vous aimeriez voir transformé un jour en récit ici sur la chaîne. Merci d'avoir partagé ce moment de vie avec nous. Abonnez-vous, aimez la vidéo, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de force aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer ce voyage, cliquez sur la carte à la fin pour découvrir une autre histoire de courage et de reconstruction.